Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de ce mercredi 21 septembre. Le risque chimique dans l'agglomération tourangelle. 3 entreprises classées Seveso 2 sont présentes à Saint-Pierre-des-Corps. Pour les encadrer, il existe un plan de prévention des risques technologiques, mais l'une d'entre elles, Primagaz, n'en est toujours pas dotée. Dans les titres également, une plainte contre la police de Blois. Elle émane d'un jeune de 26 ans. Ce dernier l'accuse de violence à son encontre lors d'une interpellation. Et puis en sport, une belle victoire du Tour FC à Clermont-Ferrand hier soir. Malgré plusieurs dizaines de minutes, avec 2 joueurs en moins, les Tourangeaux se sont imposés 1-0. Ils remontent ainsi à la 4e place du classement de Ligue 2. Cela fait tout juste 10 ans que les Toulousains ont vécu un traumatisme, celui de l'explosion de l'usine AZF qui a fait 30 morts. Un exemple de plus du risque industriel pour les populations. En Indre-et-Loire, il n'existe pas moins de 8 entreprises classées Seveso 2, c'est-à-dire le risque maximal. Elles sont 3 à Saint-Pierre-des-Corps. Un plan de prévention des risques technologiques est censé les encadrer, mais celui de Primagaz n'est toujours pas défini et pourtant, il devrait l'être depuis 2009. Julien Gauthier. Nadia Gagné fait partie de ces corpos pétrusiens qui vivent avec le risque d'accident en ligne de mire. Une confrontation frontale qui, malgré le souvenir des images d'AZF en 2001, ne lui ferait quitter son logement pour rien au monde. On n'est pas plus inquiet que ça, on a toujours vécu ici. Moi j'y suis né ici, il y a plein de gens qui habitent ici depuis les années 60. On est bien dans notre quartier et tout le monde a envie d'y rester. C'est pour cela qu'en juin, ils sont plusieurs riverains à s'être regroupés en collectif. Ils risquent à terme, dans le cadre du PPRT, plan de prévention des risques technologiques du site, d'être expropriés ou au mieux de devoir réaliser des travaux importants de leur habitation. Pour eux, la solution doit être tout autre. Les dommages dépasseraient sûrement le périmètre des 500 mètres et concerneraient une partie de la ville aux Dames et de Saint-Pierre-des-Corps. Et je pense que la sécurité pour tous les habitants de ces 2 villes, de Saint-Pierre-des-Corps et de la ville aux Dames, c'est le déménagement de Primagaz vers un site industriel réservé aux entreprises Seveso. Mais cette solution n'est pas envisageable selon l'entreprise qui souhaite conserver son activité et les 300 emplois du site. Elle a proposé en juillet un nouveau dossier à la préfecture dans le cadre du PPRT, dont la négociation se voit aujourd'hui repoussée jusqu'à octobre 2012. Primagaz a proposé un réaménagement du site qui consiste à déplacer les postes de chargement camion, à proposer de nouvelles mesures de sécurité sur les wagons et également proposer des protections sur certaines canalisations sur le site. Tout ça dans l'objectif effectivement de permettre de réduire les mesures foncières autour de l'établissement. Études et négociations n'en ont pas fini de durer. Pourtant, ces fameux PPRT sont prévus par une loi de juillet 2003. Aujourd'hui, sur 420 plans de prévention, seule une centaine est approuvée. Saint-Pierre-des-Corps, particulièrement exposé avec 3 sites classés Seveso 2, reste dans l'attente. En bref, 2 voleurs ont été condamnés par le tribunal de Tours à des peines de prison, l'un de 34 ans à 3 ans ferme, l'autre de 21 ans à 15 mois, là aussi ferme. Ils avaient commis plusieurs vols autour de l'agglomération tourangelle entre mai dernier et le mois de septembre. Ils avaient notamment sévi à Fondette et Saint-Cyr-sur-Loire pendant les vacances, repérant les maisons inhabitées grâce aux volets fermés. À Blois, c'est la police qui est sous le coup d'une plainte pour violence policière. Un jeune homme de 26 ans accuse des fonctionnaires d'avoir eu un comportement violent lors d'une interpellation. La police, elle, nie les faits et parle plutôt du comportement agressif de l'individu. Les explications, Sabrina Meloult. L'après-midi du 4 septembre, Zouer aurait fait l'objet d'un contrôle, comme très souvent, dit-il, par les policiers. Des policiers qui soutiennent, eux, être intervenus après que le jeune garçon les ait insultés. Un peu plus tard dans la soirée, des agents de la BAC font leur ronde habituelle dans le quartier de Zouer. Au même moment, le jeune garçon est alors interpellé par la police. À un certain moment, dès que les autres ils ont pas réussi à les attraper, moi ils m'ont attrapé. Ils m'ont bien tabassé avec la matraque, tout ça. Après qu'ils m'ont bien tabassé, ils m'ont bien menotté. Après par terre, ils ont commencé à me taper des coups de poing, ils me tapaient avec leurs genoux, tout ça, sur la tête, tout ça. Retardé mental, Zouer explique qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il soutient pourtant avoir été encore violenté lorsqu'il est emmené au commissariat. Selon la police, les agents de la BAC n'auraient eu aucune action violente sur le jeune homme. Selon eux, il s'agit alors d'un individu bien connu des services de police. Les policiers de la BAC interviennent et l'interpellent dans le cadre de la loi. Bien évidemment, l'individu connu
s'est défendu. Il mord 2 policiers qui occasionnent une ITT de 3 jours, interruption de travail de 3 jours. Et puis l'individu est conduit à l'hôtel de police où il fait l'objet d'une procédure pour violence contre agent et outrage agent de la force publique. Une procédure dans laquelle le frère aîné de Zouer a demandé à être entendu en tant que témoin. Arrivé sur place en plein milieu de l'interpellation, il souhaite alors se rendre au commissariat. À ce moment-là, il y a 3-4 policiers du commissariat de police qui est Saint-Jean-à-Blois qui sont arrivés, qui m'ont attrapé. Alors que j'étais très poli, j'ai juste demandé qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Je lui ai des explications. Donc ils sont arrivés, ils m'ont attrapé par le col et m'ont poussé dans les escaliers de l'extérieur où j'ai failli tomber par terre. En janvier prochain, le tribunal correctionnel rendra sa première audience. On reparle des emprunts toxiques contractés par les collectivités locales et notamment les communes. Le journal Libération publiait ce matin la carte de toutes les villes qui ont contracté ces emprunts à taux variable auprès de la banque Dexia. Dans notre région, on note notamment les villes de Loches, Chinon, Montbazon, Saint-Pierre-des-Corps, mais aussi Blois, Montoire-sur-le-Loir ou encore Vendôme. Le département du Loir-et-Cher aurait également eu recours à ces emprunts, tout comme la région Centre, avec des conséquences désastreuses en cas d'augmentation des taux d'intérêt comme ces derniers temps. Exemple Loches qui a emprunté 3 millions d'euros. Les intérêts ont représenté jusqu'à 50% du montant de l'emprunt. La mairie a dû renégocier. Une nouvelle mobilisation des parents d'élèves contre la carte scolaire. Établissement concerné, le collège de Montbazon, au sud de Tours. Tôt ce matin, une cinquantaine de parents ont bloqué l'entrée pendant 1 heure. Ils souhaitent le rétablissement des 2 classes supprimées cette année. Anaïs Michaud. Il est plus de 8 heures, la sonnerie a retenti, mais les collégiens sont toujours dans la cour. Ce matin au collège Albert Camus, les parents jouaient les élèves dissipés, bloquant l'accès des bâtiments aux professeurs. En cause, la suppression de 2 classes cette rentrée, alors que l'établissement compte 20 nouveaux élèves. Une surpopulation qui rend les conditions d'apprentissage plus difficiles. Les enfants ils se rendent compte qu'ils sont extrêmement nombreux, mais c'est surtout que au niveau sonore, on se rend bien compte, et ça ils nous le disent au quotidien, que la classe est plus difficile à gérer pour l'enseignant visiblement. Sur les langues notamment, sur d'autres activités comme les sciences, avec les paillasses, avec le matériel, avec les livres qui manquent, eux ils s'en rendent peut-être pas compte, mais les parents et les enseignants s'en rendent compte. Depuis la première manifestation des professeurs et des parents d'élèves le 5 septembre dernier, rien n'a changé. Pourtant, à Montbazon, on espère toujours être entendu, d'autant que les 4 communes rattachées à ce collège ont toutes des projets d'urbanisation qui devraient encore faire progresser la croissance de leur population. Tous les nouveaux arrivants, dans le cours de l'année, ne pourront pas intégrer ce collège, ce qui n'est pas tout à fait logique puisque nous avons une prévision et des perspectives réelles sur les années à venir qui nous amèneront à avoir plus de 1000 enfants qui doivent intégrer l'un des collèges. Et donc, nous devons absolument trouver des solutions. Pour l'heure, les enfants des nouveaux habitants de Montbazon, Sorigny, Vaigné et Villeperdue devront donc être redirigés vers des collèges plus éloignés, à condition qu'ils aient, eux, plus de place. À l'occasion des Assises nationales du ferroviaire qui se tiennent depuis le 15 du mois, Jean-Michel Baudin, vice-président de la région Centre, rencontrait à Tours aujourd'hui le secrétaire général CGT Cheminots. Ensemble, ils ont parlé de l'avenir du transport ferroviaire, des projets de développement ou de la modernisation du réseau, des points qui seront abordés durant ces assises. On écoute Jean-Michel Baudin, il nous fait part de ses attentes, réaction recueillie par Jérôme Malin. J'ai l'intention, dans ces assises du ferroviaire dans lesquelles je vais travailler, d'apporter un certain nombre non seulement de réflexions, mais de propositions concrètes pour faire que le système ferroviaire se modernise, évidemment, qu'il soit plus pertinent en réponse aux besoins, mais qu'il garde et qu'il développe son statut de ferroviaire public. Et l'un des projets de la SNCF et des régions dans l'immédiat, c'est le cadencement, c'est-à-dire le passage des trains aux mêmes horaires chaque jour et à intervalles réguliers. Il sera mis en place dès le 11 décembre. 85% des horaires de train vont donc changer. Bien, mais attention aux dangers, nous dit le secrétaire général de la CGT Cheminots. On l'écoute. Nous souhaitons que la SNCF réponde au mieux aux besoins des usagers à partir du 11 décembre. Par contre, ça va nécessiter que dès aujourd'hui, il y ait des vraies discussions à l'interne à la SNCF sur les questions d'emploi, sur les questions de moyens humains et matériels bien entendu, mais aussi sur les questions d'organisation de la production.
François Bonneau, le président de région, lui était en déplacement aujourd'hui à Tours, au stade de la Vallée du Cher. Il est venu voir les travaux, l'avancée des travaux. Les tribunes sont en effet agrandies et les locaux sont rénovés. La région y investit 3 millions d'euros. On écoute François Bonneau, il est au micro d'Anaïs Michaud. Quand on a une équipe qui évolue en Ligue 2 à un bon niveau, toutes ces dernières années, on a des spectateurs en assez grand nombre. Il est légitime qu'ils souhaitent être sur une tribune protégée lorsqu'il y a du mauvais temps. Donc on engage une rénovation ici, en travaillant avec Tours et Tours Plus, on engage une rénovation de ce stade en travaillant sur l'accueil du public, sur les tribunes et sur la couverture notamment. C'est un engagement de 3 millions d'euros, qui est un engagement conséquent, qui ne couvrira pas tous les besoins, mais qui participe de manière, vous le disiez, substantielle à la modernisation de cet équipement pour un meilleur accueil de nos concitoyens qui suivent avec passion les matchs de foot ici à Tours. Et le TFC justement se devait de réagir après 2 défaites consécutives. C'est chose faite. Et hier soir, les Tourangeaux se sont imposés sur la pelouse clermontoise. Score final 1-0. Une belle victoire malgré 2 expulsions dans le camp des Bleus. Compte rendu avec Jean-Maurice Pain. Ce déplacement dans le Puy-de-Dôme avait tout l'air d'un piège en règle pour le TFC, puisque le Clermont Foot restait sur 5 matchs sans défaite. Et pourtant, à la demi-heure de jeu, c'est bel et bien Diego qui ouvre la marque avec cette frappe au ras du sol. Les Tourangeaux s'appliquent et mènent logiquement 1-0 à la pause. Peu après la reprise, Rivière, qui contrôle bien de l'avant-bras, est tout près d'égaliser, mais Sopalski réalise un arrêt de grande classe. Quelques minutes plus tard, Diego est tout proche du doublé, mais c'est le poteau qui s'en mêle. Malgré la mauvaise foi des joueurs clermontois, les Bleus ont maîtrisé leur sujet. On a donné le bâton pour se faire battre parce que sur la première mi-temps, à part leur but, il n'y a rien, quoi. Ils n'ont rien de spécial. C'est peut-être une équipe qu'on n'a pas assez mis en danger, mais ils n'ont rien, quoi. Dommage parce qu'il y avait la place pour au moins ramener le match nul, quoi. Et puis on ne ramène rien du tout. C'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que le Tours Football Club va se retrouver pendant presque 25 minutes à 9 contre 11 suite aux expulsions de Genevois et Tritz. Au passage, la première totalement injustifiée. On se dit alors que les montagnards vont renverser la vapeur, que nenni, bien regroupés, intelligents et solidaires, les Bleus résistent. Il ne faut pas oublier, c'était pas le leader pour rien, c'était un leader, comme pour reprendre votre mot, un leader mérité. Et bon, voilà, on a gagné, c'est bien, et on attend le prochain match, on récupère. Mais c'est vraiment bien avec cette série. Avec cet excellent résultat, le TFC réalise la bonne opération en remontant à la 4e place du classement, à 1 point du podium. Dernière étape de cette série de 3 matchs en une semaine, vendredi soir face à Amiens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie du directeur général de l'Office de tourisme de Tours. On va parler de la fête de la gastronomie qui aura lieu vendredi. À tout de suite.